Alors, la question du statut de l'artiste à Rome, de manière plus générale dans l'Antiquité, est une question tout à fait complexe, hein, à laquelle je n'apporterai certainement pas toutes les réponses que vous pourriez attendre, parce que de nombreux points restent effectivement difficiles ou sujets de discussion. Alors, je procéderai en 4 points. Je vais commencer par revenir, si je puis dire, aux origines, c'est-à-dire au monde grec. On peut difficilement faire autrement. Ensuite, nous examinerons quelques témoignages d'époque romaine, et en particulier les témoignages laissés par les inscriptions. Ensuite, on s'interrogera sur les différents types d'inscriptions que l'on possède. Et pour finir, justement, je parlerai de la réception, parce que c'est une chose importante et à laquelle je tiens beaucoup, la réception de tout cet imaginaire lié aux artistes antiques qui a considérablement informé l'histoire de l'art à partir de la Renaissance en particulier. Alors, je vais commencer par un texte de Lucien. Lucien est un rhéteur philosophe qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, donc à l'apogée de l'Empire romain, qui est écrit en grec, et qui a laissé un curieux texte, qui est probablement l'introduction d'une conférence, qui est une sorte de récit de son enfance, dans lequel il raconte que tout petit, alors que sa famille le destinait à devenir sculpteur, un jour, dans la nuit, il est visité par 2 créatures qui essaient chacune de plaider leur cause. L'une s'appelle Paideia et l'autre, on le verra un peu plus tard, s'appelle Hermoglyphike Techne. Donc, ce qu'on traduit parfois par la rhétorique et la sculpture, mais en réalité sans voir que le choix des termes chez Lucien est très significatif. Hermoglyphike Techne, c'est rappeler que la sculpture est une techne, c'est-à-dire un art, hein, une pratique. Et c'est bien la raison pour laquelle il n'oppose pas à cette techne la rhétorique, parce que la rhétorique est aussi une techne. Donc il emploie un mot beaucoup plus large, de sens beaucoup plus général, qui est paideia, que j'ai traduit ici par culture, mais que l'on traduit parfois par savoir, hein. Donc dès la mise en place des 2 personnages, on sait qu'il y en a un qui appartient au milieu des technai, donc des artisans, et l'autre qui appartient à une discipline beaucoup plus élevée. Alors je lis le début du texte. Une fois devenu tailleur de pierre, tu ne seras qu'un ouvrier. Alors ça, c'est la paideia qui parle, hein, et qui essaie de l'empêcher de se jeter dans les bras de la sculpture. Une fois devenu tailleur de pierre, tu ne seras qu'un ouvrier, peinant avec ton corps et bornant à cette activité tout l'espoir de ta vie, obscur toi-même, touchant un salaire modique et vil, l'esprit bas, n'attirant pas l'attention du public, n'étant ni recherché par tes amis, ni redouté par tes adversaires, ni envié par tes concitoyens, un ouvrier, rien d'autre, un simple individu dans la foule, tremblant toujours d'effroi devant ton supérieur, flattant celui qui sait parler, menant la vie craintive d'un lièvre, proie rêvée pour plus fort que toi. Même si tu devenais un Phidias ou un Polyclète, et si tu créais beaucoup d'œuvres admirables, tous sans doute loueraient ton art, mais aucun des spectateurs, s'il avait du bon sens, ne souhaiterait devenir semblable à toi. Car, quelles que soient tes qualités, tu seras considéré comme un artisan, un travailleur manuel, un homme qui tire sa subsistance du labeur de ses mains. Et un peu plus tard, pour enfoncer le clou, elle ajoute, donc Paideia, tu revêtiras une petite tunique malpropre, tu prendras l'apparence d'un esclave, tu tiendras dans tes 2 mains des leviers, des gouges, des ciseaux et des burins, tu seras penché sur ton ouvrage, courbé vers le sol et bornant à celui-ci tes désirs, vil en tout caractère, la tête baissée, sans jamais une pensée virile ou digne d'un homme libre. Donc, vous voyez qu'on est mal parti. L'artiste, fût-il Phidias ou Polyclète, ne peut aspirer au statut et au prestige d'un homme libre qui lui seul, et ce qui est opposé à l'ouvrier, c'est en fait l'homme qui a une carrière publique, hein, celui qui exerce son métier de citoyen, alors que l'artisan, parce qu'il dépend d'un commanditaire, est assimilé à un esclave qui dépend des autres pour sa subsistance. Et d'emblée, ce statut fait de l'artisan
un personnage de condition subalterne. L'importance de l'apparence physique compte beaucoup, puisque d'une certaine manière, la malpropreté de l'artisan montre au public qu'il n'est pas justement un homme libre. Cette idée, on la trouve bien avant Lucien, donc bien avant l'époque romaine. Elle remonte au monde grec. Et je vous ai cité un texte d'Aristote que je ne vous lis pas en entier, mais un texte qui rappelle que la tâche de l'artisan est une tâche sordide et qu'on ne peut pas, lorsque l'on exerce un métier de ce type-là, prétendre aux vertus d'un homme libre. Encore pour enfoncer le clou, entre Aristote et Lucien, Plutarque, qui a vécu au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, reprend les mêmes termes que ceux que Lucien utilise en disant « Travailler à des tâches médiocres et appliquer ses efforts à des objets inutiles, c'est montrer par là même de l'indifférence à l'égard de la beauté morale. Il n'y a pas de jeune homme bien né qui, pour avoir vu la statue de Zeus à Pise ou celle d'Héra à Argos, souhaite d'être un Phidias ou un Polyclète, ni un Anacréon, un Philémon, un Archiloque, pour avoir pris plaisir à leurs poèmes. » Donc, le texte établit une différence assez étonnante pour nous entre le produit de l'artiste, qui peut être admiré et qui peut même être qualifié d'admirable, voire plus, et celui qui le fabrique. Alors cette distorsion est pour nous assez difficile à comprendre, mais il faut l'avoir en tête. Alors, bien sûr, la sculpture se défend tout de même. D'ailleurs, c'est elle qui parle en premier dans le dialogue. Donc, la sculpture, qualifiée de hermoglyphique techné, comme je le disais, essaie de se défendre en utilisant des arguments qui peuvent paraître contradictoires avec ce que l'on vient de lire précédemment. Ne sois pas rebuté par la simplicité de ma tenue, ni par la saleté de mes habits. Donc on voit que c'est quelque chose d'important. C'est en commençant ainsi que Phidias représenta Zeus, que Polyclète fit Héra, que Myron fut loué et Praxitèle admiré. Les gens se prosternent aussi devant ces artistes quand ils le font devant les dieux. Si tu deviens l'un d'eux, comment ne pas penser que tu seras célèbre toi aussi aux yeux de tous les hommes, que tu feras de ton père un homme envié, que tu rendras ta patrie illustre. Donc, le texte dit pratiquement l'inverse du texte précédent, donc les deux sont chez Lucien. Alors je vous dis tout de suite que Lucien a choisi la rhétorique, mais bon, quand même, il donne des arguments au camp adverse. En particulier, Lucien la sculpture ici cherche à montrer qu'il y a une continuité finalement entre celui qui fabrique un objet et l'objet qu'il fabrique. C'est-à-dire que les statues des dieux que l'on honore, il n'y a pas de raison que l'on n'honore pas non plus celui qui les a fabriqués, comme on le fait de la statue des dieux. Et du reste, on sait que dans le monde grec, très, très tôt, s'est imposée une différence très claire entre l'artisan qui reproduit, pour reprendre le terme qu'on utilisait au XVIIe siècle, qui possède un art mécanique, c'est-à-dire un art qui reproduit des modèles sans avoir vocation à les modifier, voire même à les rénover, et les artistes à proprement parler. Et donc Isocrate, qui est un contemporain d'Alexandre, qui a vécu dans la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, dit « Je sais très bien que certains sophistes répandent des calomnies sur mon activité, c'est-à-dire celle de rhéteur, soutenant qu'elle n'a rien à voir avec la composition du discours public. » Isocrate étant plutôt un professeur de rhétorique qu'un homme politique. C'est exactement comme si l'on osait traiter Phidias, l'auteur de la statue d'Athéna, de fabricant de figurines, ou si l'on disait que Zeuxis, donc qui est un peintre, et Parasios, qui est aussi un peintre, exercent le même métier que les peintres d'Exvoto. Donc le texte est très net, il fait la différence entre une production artisanale et la création d'artistes. Donc nous sommes au cœur d'un paradoxe, et ce paradoxe, je ne suis pas sûr que nous pourrons en sortir vraiment. Alors, il est clair, je parlerai plus tard de réalités plus concrètes avec des inscriptions, mais
On a des textes qui montrent que certains artistes ont acquis non seulement une très grande célébrité, mais même une grande fortune. Le cas le plus caractéristique, c'est Parasios d'Éphèse, peintre qui a travaillé à Athènes essentiellement à la fin du 5e siècle, au début du 4e siècle, qui faisait montre d'un luxe tout à fait remarquable. Je lis le texte d'Athénée. Tel était le luxe, telle était la prodigalité d'autrefois qu'on vit le peintre Parasios se vêtir de pourpre et porter une couronne d'or, à ce que rapporte Cléarchos dans ses biographies. Rappelez-vous de ça. Vivant dans une luxueuse mollesse, bien au-dessus de son état d'artiste, il s'attachait pourtant en parole à la vertu, et l'on pouvait lire sur ses œuvres l'inscription suivante: ami du plaisir, ami aussi de la vertu, Parasios a peint ce tableau. Alors, l'insistance sur la notion de vertu montre bien que les artistes ont conscience qu'ils doivent lutter, si je puis dire, contre un préjugé défavorable qui assimile leur travail à un travail stipendié, donc un travail de peu de prestige. Par ailleurs, il est très vraisemblable que cette ostentation de luxe chez un peintre comme Parasios cherchait un modèle chez d'autres pratiquants d'une techné qui avaient fait fortune et qui étaient devenus célèbres à Athènes, les sophistes, qui ont vécu souvent de manière assez luxueuse, voire les médecins. Donc, il s'agit pour les artistes de rejoindre, si je puis dire, leurs collègues en technaille par le mode de vie et par les gains financiers qu'ils réussissent à faire. La question d'être stipendié, comme on l'a vu, est un des problèmes majeurs du statut de l'artiste. Et on a un texte de Pline qui dit de manière assez intéressante que le peintre Micon, qui avait réalisé ce qu'on appelle la Stoa Poikile à Athènes, c'est-à-dire la Stoa peinte qui se trouvait sur l'Agora, le peintre Micon ne faisait pas payer ses œuvres, ce qui est une manière, à certains égards, de précisément essayer de s'arracher à sa condition de peintre stipendié. Chose qu'il a pu faire vraisemblablement une fois devenu célèbre et une fois qu'il n'avait justement plus besoin de gagner sa vie. Mais on voit bien que cette question du salaire reste centrale. Et par ailleurs, Parasios n'est pas le seul peintre qui a fait montre d'une certaine goût de l'ostentation. Je vous ai mis un texte de Pline qui fait référence au peintre Zeuxis, qui lui aussi faisait étalage de sa réussite sociale. Le petit texte de Pline qui est en bas est intéressant. Alors, vous l'avez sans doute constaté peut-être en lisant le catalogue ou en allant voir l'exposition, nous n'avons pratiquement aucun nom de peintre ou d'artiste romain. Tous les artistes d'époque romaine sont grecs. Il y a quand même des petites exceptions. Pline, dans le livre 35 consacré à la peinture, cite 2 ou 3 artistes de nom romain, et en particulier un certain Famulus qui a vécu, qui est un peu antérieur à lui, qui a vécu au début du 1er siècle, et il dit « Tout récemment vécut aussi le peintre Famulus, au style digne et sévère, tout en étant éclatant et fluide. Il ne peignait que quelques heures par jour, et cela avec dignité, cum gravitate, car même sur son échafaudage, il était toujours revêtu de la toge. » Donc on voit bien que cette idée s'oppose précisément à la vision très négative de l'artiste dépenaillé et au corps abîmé par son métier que l'on a vu tout à l'heure chez Lucien. Et en plus, s'il portait la toge, c'est qu'il était probablement citoyen romain. Alors, les peintres ont lutté, enfin les artistes et tout particulièrement les peintres, dès le IVe siècle, ont lutté contre cette vision qu'il est cantonné à une sorte d'activité artisanale, en particulier en essayant de se doter précisément d'une paideia, c'est-à-dire d'un savoir, et d'un savoir beaucoup plus large qu'un savoir technique. Alors, Pline rapporte l'exemple en particulier d'un peintre d'origine macédonienne du nom de Pamphilos.
Et il rappelle que ce peintre, fondateur de ce qu'on a appelé l'école de Sicyone, donc un ensemble de peintres qui aboutit à Apelle, le plus grand peintre de son temps, le peintre d'Alexandre, eh bien, ce peintre avait voulu acquérir une culture très large et très générale qui a fait qu'il a fait fortune. Ses leçons ont été très recherchées. Mais surtout, c'est le début qui est intéressant, mais ce fut le premier peintre à avoir étudié toutes les sciences, surtout l'arithmétique et la géométrie, sans lesquelles il affirmait qu'il ne pouvait exister d'art achevé. Donc ce désir des peintres d'acquérir une culture qui dépasse la transmission d'une technique ou d'un modèle technique comme l'artisan, est quelque chose qui est très important dans l'histoire de l'art, que l'on retrouvera à la Renaissance, chez des gens comme Léonard de Vinci, qui attribue plus d'importance à ses recherches qu'à sa peinture, ou chez quelqu'un comme Alberti, qui écrit des livres sur l'architecture ou sur la perspective, qui apparaît justement à la Renaissance comme la conjonction des connaissances scientifiques et du savoir artistique. Et bien sûr, le seul texte d'un artiste, je mets des guillemets parce qu'il s'agit d'un architecte, non pas que je ne considère qu'un architecte n'est pas un artiste, mais à l'époque romaine, c'est un peu plus compliqué. Le seul texte que l'on conserve qui émane d'un homme de l'art, si je puis dire, le texte de Vitruve. La première chose que fait Vitruve au début du livre 1 de son ouvrage sur l'architecture, c'est de dire que l'architecte doit avoir un savoir qui n'est pas simplement des bonnes dispositions, il n'a pas que de l'ingenium, mais il est aussi doté de disciplina, c'est-à-dire il connaît les sciences, il connaît le savoir. Et Vitruve va plus loin encore que ses prédécesseurs grecs, il faut qu'il soit expert en dessin, en géométrie, qu'il connaisse les œuvres historiques, qu'il ait écouté les philosophes, qu'il sache la musique, ça c'est pas étonnant puisque musique et géométrie vont ensemble dans le monde ancien, voire qu'il connaisse la médecine, puisque l'architecte doit se préoccuper de la bonne orientation et donc du caractère salubre de ses constructions. Donc ce savoir universel, ce savoir encyclopédique, pour employer un terme aristotélicien, en le revendiquant, permet éventuellement à l'artiste de changer de statut. Alors, revenons à des considérations plus, vous allez voir, un peu éloignées de cette vision de l'artiste avec la réalité des inscriptions romaines. Alors, nous ne possédons aucune inscription de peintre romain parce que, vous le savez très bien, on oppose dans l'Antiquité la peinture de chevalet, c'est-à-dire la peinture sur panneau de bois, qui est jugée par Pline comme la seule noble. C'est celle des peintres grecs du passé, de Zeuxis, d'Apelle, de Parasios, qui est opposée à la peinture murale, qui n'est pas considérée comme un art à proprement parler. Donc, les peintres qui ont peint les murs des maisons de Pompéi, par exemple, eh bien, ont probablement une condition, on y reviendra, extrêmement subalterne. Probablement, une partie des ateliers était constituée d'esclaves. Donc, il est hors de question, bien sûr, qu'ils puissent signer quoi que ce soit. En revanche, on a quelques signatures sur des mosaïques. En général, des mosaïques tardives. Alors, je vous montre divers exemples. D'abord, une mosaïque qui vient de Germanie, de Bad Kreuznach, en Rhénanie, où cette grande mosaïque à décor maritime comporte dans un petit coin une signature, et si on la développe, ça donne Victorinus Tessellarius Fecit. Donc là, il s'agit bien d'un artiste portant un nom romain, et le terme Tessellarius montre bien qu'il s'agit d'un mosaïste. Tessella, c'est le cube de mosaïque qui sert à confectionner une mosaïque. Pourquoi je précise ça? Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on a un nom sur une mosaïque, ça ne veut pas du tout dire qu'il s'agit de la signature d'un artiste. En général, on va y revenir, seul le commanditaire est habilité à inscrire son nom sur une architecture, une mosaïque, etc. Donc il est assez rare et même exceptionnel que l'artisan qui l'a fabriqué puisse apposer son nom. Et là, on est sûr que c'est le cas, puisqu'on a à la fois le verbe fecit et le mot tessellarius, qui désigne bien un mosaïste.
Alors, une autre mosaïque très célèbre, malheureusement, elle a eu une vie très complexe. Elle a été restaurée un nombre de fois incroyable, de telle sorte qu'on ne sait plus trop ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Dans cette mosaïque, on a en effet une signature que je vous ai développée en bas. Cette mosaïque pose des tas de problèmes, en particulier parce que le motif central est mal identifié. Mais voici ce que dit l'inscription. Titus Senius Félix, citoyen de Puzzol, a fait cette mosaïque. Évidemment, il peut y avoir un doute parce que le verbe facere en latin peut signifier faire, mais aussi faire faire. Donc, ça peut être l'inscription du donateur, du commanditaire. Mais l'autre inscription conduit plutôt à penser qu'il s'agit de l'artisan, puisque l'autre inscription dit « Et amor civis caletorum discipulus », donc « et amor », citoyen de la cité des Calettes, donc qui est pas loin de Lillebonne, qui est dans le pays de Caux, son élève. Et le terme discipulus renvoie plutôt à un lien entre maître et élève et peut laisser supposer qu'il s'agit d'une signature de mosaïste. Alors, voici deux autres exemples. Je commencerai par celle de Mienne Marboué, parce que effectivement, elle permet de comprendre comment fonctionne le système de fabrication de ce genre de produits que sont les mosaïques. Puisque là, la signature, mais malheureusement, c'est une mosaïque perdue, dont on ne possède plus que des fragments. Donc là, c'est le relevé qui avait été fait au XIXe siècle. Donc l'inscription dit « Ex officina Ferroni Félix utis teleco ». L'inscription pose des problèmes, parce qu'en plus, elle est, de toute évidence, elle a une faute de latin. Mais « ex officina » veut dire que c'est le produit de l'atelier du mosaïste. Or, les ateliers ne sont pas forcément... Enfin, l'atelier chapeaute, ce sont des entrepreneurs, je vais en parler dans un instant, qui chapeautent des artisans qui peuvent très bien avoir un statut servile. Donc, celui qui signe, c'est le propriétaire de l'officine et pas celui qui a fait la mosaïque. Et à côté, on a aussi une mosaïque qui est signée par le propriétaire de l'officine. Donc là, il s'agit d'un exemple espagnol. Donc, atelier de Masinus, la mosaïque comporte une lacune. Irinus a peint, j'ai traduit mot à mot, mais je vais expliquer. Maternus fait bon usage de cette chambre. Bon. Donc, cette officine a revendiqué la réalisation de cette mosaïque pour un cubiculum, pour une chambre, mais figure tout de même un personnage qui est Pingit, avec une faute de latin, c'est-à-dire qu'on distingue l'officine et celui qui a probablement réalisé les dessins de la mosaïque. Donc on a une double signature. La signature de l'officine qui peut être une sorte de label de qualité, c'est-à-dire que c'est pour montrer que le commanditaire a fait appel au bon faiseur, à quelqu'un dont l'officine est réputée, mais tout de même, celui qui a réalisé l'essentiel de la mosaïque, c'est-à-dire celui qui a dessiné les parties figurées, signe la mosaïque. Et cet amusant exemple de Tunisie, où là, on a même un double verbe, pingit et pawimentawit, qui d'une certaine manière permet de distinguer le pictor, celui qui a réalisé le dessin, et le tessellarius, c'est-à-dire celui qui a réalisé la mosaïque. Alors, la mosaïque est en deux parties, donc il y a une partie, la signature est en deux parties. La partie en haut, dans un cartouche, comme c'est très souvent le cas. Et puis, on a rajouté, probablement dans le cas d'une réfection, en bas, la chose suivante qui ne manque pas de sel, sans l'aide d'un peintre, de la main de Sabinianus. Et on se dit qu'il a peut-être eu tort, quand on voit le résultat, de ne pas avoir fait appel à un pictor. Mais ça confirme bien qu'il y a à l'intérieur de l'officine des
catégories différentes qui œuvrent à la réalisation de la mosaïque. Alors, passons à la sculpture, si je puis dire. En réalité, il est très difficile pour nous de faire coïncider ce que les textes, ce que les sources nous disent sur les grands sculpteurs d'époque classique et autres, et la réalité des inscriptions que nous conservons. En réalité, alors on conserve énormément d'inscriptions de sculpteurs. Hein, ça occupe un volume entier du Neues Overbeck, hein, le volume récent de sources sur les arts réalisés par les Allemands. On en a énormément, mais la plupart de ces signatures se retrouvent sur le piédestal de la statue, donc on n'a plus la statue, on n'a plus que le piédestal, et en général ce sont des artisans ou des artistes relativement modestes, et ce sont des portraits, ce sont des statues honorifiques réalisées pour les notables des différentes cités où ils ont travaillé. Très peu de signatures d'artistes connus par nos sources trouvent un écho dans les signatures conservées dans archéologiquement. Alors, il y a un cas, je commence par celui-là parce que c'est un des plus célèbres. Donc, vous connaissez tous le Laocoon, hein, cette sculpture qui a été redécouverte à la Renaissance, restaurée par Michel-Ange, et que Michel-Ange a identifiée grâce au texte de Pline, qui attribue cette œuvre à 3 artistes de Rhodes, Agésandros, Polydoros et Athénodoros. Or, il se trouve qu'on a découvert dans la fameuse grotte de Tibère, hein, à Sperlonga, au sud du Latium, on a découvert un ensemble de grands groupes sculptés. Donc, on sait que cette grotte et cette villa ont appartenu à l'empereur Tibère. On a un texte de Suétone qui nous parle d'un épisode fameux qui s'est passé dans cet endroit-là. Et on a trouvé donc une inscription qui porte le nom des 3 artistes, donc Athénodoros, Agésandros et Polydoros. C'est une inscription qui est l'inscription classique. La majorité de nos inscriptions, on le verra tout à l'heure, fonctionnent de cette manière-là. On a l'artiste, Athénodoros, Agésandrou, au génitif le nom du père, donc Athénodoros, fils d'eux, et son origine géographique, Rhodioi, ce sont des peintres de Rhodes. Voilà. Et Poyessan a fait. La plupart, je dirais, les 2/3 des signatures que nous possédons présentent cette forme-là. Alors, je ne rentre pas dans les débats très très complexes qui ont, après la découverte de ces sculptures dans les années 70, agité les spécialistes, puisqu'on s'est demandé s'il s'agissait d'œuvres réalisées à partir de modèles plus anciens, peut-être de l'école pergaménienne. Ce n'est pas notre sujet ici. Ce qui m'intéresse simplement, c'est que là, on a la signature conservée d'artistes connus par ailleurs dans nos sources. Alors, maintenant, venons-en à la question précisément du statut de certains de ces artistes grecs d'origine, mais œuvrant à l'époque romaine pour la clientèle romaine. Je vous remets un texte que peut-être Madame Rousseau vous a montré déjà, qui est un texte de Pline dans lequel il est dit la chose suivante. Fut aussi leur admirateur Pasitélès, qui écrivit 5 volumes traitant des œuvres célèbres du monde entier, les fameuses Opera Nobilia. Mais ce n'est pas cette partie-là qui m'intéresse pour l'instant, c'est la fin. Ce dernier était né sur la côte grecque de l'Italie et reçut la cité romaine en même temps que les villes de cette région, sculpta le Jupiter d'ivoire qui se dresse dans le temple de Métellus, à l'endroit qui mène au champ de Mars. Alors ce texte nous dit que Pasitélès a reçu la citoyenneté romaine, et là, pour le coup, tout simplement parce que sa cité, qui n'est pas précisée, mais qui est une cité grecque d'Italie du Sud, a reçu, avec l'ensemble de l'Italie, la citoyenneté romaine après les guerres sociales. Mais si Pline le précise, c'est que probablement, il est assez rare qu'un sculpteur grec ait eu le statut de citoyen romain. Alors, on a quelques exemples qui vont dans le même sens. Je vous ai mis ici l'inscription
d'une statue qui est maintenant conservée au British Museum. Enfin, en fait, il y en a deux semblables, et il se trouve que je ne vous ai pas mis la statue à laquelle correspond cette inscription-là. Il y a une deuxième inscription moins complète sur une autre statue, mais dont je n'ai pas la photo. Mais enfin, c'est la même, faites-moi confiance. Donc, l'inscription dit « Marcos Kosoutios, affranchi de Marcos Kerdon, a fait cette statue ». Donc là, on a un sculpteur d'origine grecque, qui devait s'appeler Kerdon au départ, qui est devenu citoyen romain, et qui est devenu citoyen romain de la famille des Kossutii, que nous connaissons bien. Et il est donc affranchi, ce qui signifie qu'il a été esclave au départ, puis qu'il a reçu la citoyenneté. Il y a deux manières de recevoir la citoyenneté, soit en étant affranchi, soit parce que, pour des éminents services ou autres, ou parce que vous êtes sous la protection d'un important notable romain, vous pouvez recevoir la citoyenneté. Là, en l'occurrence, le terme apeleutéros montre bien qu'il s'agit d'un ancien esclave. Alors, ces Kossutii, nous les connaissons bien. C'est une grande famille à la fois de juristes et aussi d'entrepreneurs, des gens qui possédaient des ophikinae, des ateliers spécialisés dans le travail de la pierre. Donc, ce sont des gens qui ont supervisé aussi bien des travaux de construction. On sait qu'ils ont participé à la construction du Colisée, par exemple. Ils sont contemporains des Flaviens, dans la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce sont des gens qui se sont probablement aussi intéressés à des ateliers de sculpture et donc qui devaient avoir sous leur autorité des esclaves d'origine grecque, dont certains ont reçu la citoyenneté. Nous possédons des inscriptions qui nous permettent de nous rendre compte qu'entre ces artistes, il y a des rapports qui peuvent peut-être être qualifiés d'écoles. Récemment, dans un article paru il y a peu, Evelyne Priou a montré que le fameux Pasitélès, ce sculpteur qui est aussi, d'une certaine manière, un homme savant, qui a constitué un recueil des opéra nobilia, ce Pasitélès a eu des élèves, et nous en avons des traces. Voici par exemple donc, un Ménélaos, élève de Stéphanos, et un Marcus Kossoutios Ménélaos, donc à nouveau quelqu'un qui appartient à cette officine des Kossoutis, qui a peut-être eu pour élève un certain Stéphanos, et une autre inscription nous dit que ce Stéphanos est un élève de Pasitélès. Donc on reconstitue ainsi ce que l'on pourrait qualifier d'école de sculpteurs, à partir d'un sculpteur donc, qui semble avoir été particulièrement connu à Rome, donc Pasitélès, et un certain nombre de ses élèves. En réalité, ces inscriptions sont relativement peu nombreuses. Enfin, peu nombreuses. Des inscriptions qui nous permettent de préciser justement des écoles, des affiliations. Comme je vous l'ai dit, la plupart des inscriptions que nous connaissons sont des inscriptions d'artistes qui ont réalisé pour des notables de cités un peu partout dans l'Empire, surtout des statues honorifiques. Ça ne veut pas dire que malgré le texte de Lucien par lequel nous avons commencé, dans la réalité, le statut des artistes et des artisans était forcément infériorisé. Nous possédons des inscriptions, en particulier à Rhodes, qui attestent que certains sculpteurs ont probablement bénéficié d'une assez grande reconnaissance. On possède par exemple l'inscription d'un certain Plutarque, Plutarchos, qui était certainement au départ un citoyen d'Apamée en Syrie, qui a reçu la citoyenneté rhodienne. Et on sait alors on a une quinzaine d'inscriptions qui le nomment, lui, son frère et son père, qui attestent donc qu'ils se sont implantés à Rhodes et ont probablement eu beaucoup de commandes. Et on sait que Plutarque a exercé dans sa cité des fonctions officielles à l'intérieur de la cité de Rhodes, ce qui montre bien une reconnaissance, et même, contrairement à ce que dit le texte de Lucien,
des artisans qui peuvent accéder au statut de citoyens participant à la vie politique de leur cité. Alors, voilà ce que je pouvais dire sur les inscriptions. Je reviens maintenant sur quelque chose, mais qui a peut-être été abordé par d'autres avant moi. Pourquoi cette grande quantité d'artistes grecs à Rome? Eh bien, parce que précisément, après la période des conquêtes où Rome découvre en Grèce un certain nombre d'œuvres d'art, les ramène dans le cadre souvent des butins de guerre, on passe très vite à un stade qui est celui du commerce. Donc, les notables romains vont chercher en Grèce et en Asie mineure soit des œuvres anciennes qu'ils essaient d'acheter sur le marché. On sait par exemple que la ville de Sicyone, qui était endettée, a pensé à un moment vendre les œuvres des artistes de l'école de Sicyone qui remontaient à Pamphilos, dont on a parlé tout à l'heure, pour payer ses dettes. Mais on sait aussi que des officines travaillaient pour les commanditaires romains, et nous en avons une preuve très précise par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Cicéron. Dans les lettres du début de la carrière de Cicéron, on a toute une série de lettres échangées avec Atticus, qui est l'ami de Cicéron, et qui vit en Grèce, qui vit en grande partie en Épire et à Athènes, et qui sert d'intermédiaire entre Cicéron et les officines de sculpteurs d'Athènes, de Mégare, peut-être le commerce des œuvres anciennes aussi. Et je ne vous les lis pas pour avancer, mais tous ces textes attestent justement des échanges. Cicéron dit les sculptures que tu m'as envoyées, j'en suis très content, ou tu m'as envoyé telle sculpture, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, si tu me trouvais ça, ce serait très bien parce que je le mettrais à tel endroit de ma villa, etc. etc. Et ce commerce des œuvres d'art, il est bien attesté aussi par les épaves, sur lesquelles on voit bien que les marbres, les bronzes, peuvent être des compléments de cargaison d'un commerce qui est florissant entre la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle après Jésus-Christ. Ensuite, ces officines grecques ou rhodiennes, plus tard d'Aphrodisias en Asie mineure, se déplacent et viennent travailler en Italie. On a prouvé maintenant qu'il y avait probablement à Puzzole, près de Naples, toute une série d'ateliers qui ont travaillé pour les commanditaires romains. On sait que Bayès, la ville de Bayès, était un lieu de villégiature où de très nombreux Romains, y compris les empereurs, avaient des propriétés d'été. Et dans ce cadre-là, on a des traces d'ateliers, non seulement par les inscriptions, mais par aussi les fameux plâtres de Baïa, qui sont des fragments de sculpture en plâtre, qui étaient probablement des plâtres qui servaient dans les ateliers de modèles. Alors, je ne vous lis pas les textes de Cicéron, mais je ne vous en donner que quelques extraits. Il y a au moins une dizaine de lettres qui font état de ces échanges entre Cicéron et d'autres. D'ailleurs, on voit bien que c'est un commerce qui n'est pas encore... il fait appel à un certain Lentulus pour qu'il embarque sur ses bateaux les œuvres qu'il a commandées en Grèce. Enfin, il y a toute une série d'intermédiaires qui interviennent. Alors, maintenant, je vais m'intéresser, si je puis dire, à des signatures un peu différentes de ces signatures basiques que l'on a vues jusqu'à présent. En fait, elles sont très peu nombreuses, mais elles nous informent sur des choses importantes. D'abord, sur le fait qu'il reste dans l'imaginaire antique l'idée que l'artiste ne doit pas signer, enfin, ne doit pas figurer sur l'objet ou le monument, puisque le seul habilité à faire apparaître son nom, c'est le commanditaire. Et j'ai mis deux anecdotes totalement controuvées, vraisemblablement, mais qui sont significatives. La fameuse anecdote de Saora et Batrachus, deux architectes qui, donc Saora, ça veut dire le lézard, et Batrachus, la grenouille, qui, n'ayant pu faire figurer leur nom sur un monument que, d'après Pline, ils avaient eux-mêmes financé, ont sculpté sur les colonnes des lézards et des grenouilles pour faire une sorte de signature cryptée.
Même chose, ce texte très célèbre du pseudo-Aristote, qui déclare que le bouclier de l'Athéna Parthénos de Phidias comportait au centre un personnage qui était un portrait de Phidias, et que si on notait ce personnage, tout l'ensemble s'effondrait. Ce qui est certainement faux, mais qui est bien là aussi significatif de cet effort des artistes pour être, si je puis dire, les auteurs de l'œuvre qu'ils laissent. Alors, plus concrètement, a-t-on ce que j'ai appelé donc des inscriptions auto-célébratives, c'est-à-dire des inscriptions qui vont au-delà de la simple signature. Alors, on a très peu d'exemples. Je vous montre celle-ci qui est assez connue, qui est signée par qui est une sculpture. Enfin, je vous ai mis la sculpture et l'inscription est en dessous, hein, sur le pilier armaïque, qui est signée d'un certain Zénon d'Aphrodisias, donc au IIe siècle après Jésus-Christ. Aphrodisias, c'est vraiment le grand centre de la sculpture qui rayonne un peu partout dans l'Empire. Et voici ce que dit cette inscription. « Ma patrie à moi, Zénon, et la très bienheureuse Aphrodisias, confiant dans mon art, j'ai parcouru de nombreuses cités. J'ai moi-même créé pour le petit Zénon prématurément mort dans son enfance un tombeau, une stèle et des portraits de mes propres mains. J'ai réalisé une œuvre fameuse. » Donc là, on voit que l'artiste revendique son art, hein, son statut. Alors c'est un cas un peu exceptionnel, puisqu'en fait, il est à la fois le commanditaire et celui qui a réalisé l'œuvre. Hein. C'est sans doute quelque chose qui a été fait pour le tombeau de son fils. Mais là, sur ce tombeau, il affirme son excellence. Et ce qui est très intéressant, c'est que la main, hein, qui est cet instrument qui est à la fois le moyen par lequel l'artiste réalise ses œuvres, mais aussi ce qui le désigne comme ouvrier, hein, donc la main, on la cache d'une certaine manière. Et bien ici, au contraire, la main, il l'exhibe. Et il utilise en grec le terme palamé pour désigner la main, qui n'est pas le terme classique. Le terme habituel, c'est keir. Palamé, c'est un terme poétique. C'est un mot homérique. Donc c'est une manière de renforcer encore plus le prestige qu'il cherche à conférer à son travail d'artiste. Pour vous montrer que finalement ces inscriptions peuvent avoir une vie qui au fond dépasse celle, transcende celle de l'artiste lui-même, voici un exemple intéressant d'une inscription qui a été retrouvée sur un pilastre de gymnase d'Éphèse. C'est un gymnase d'époque antonine, donc du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc l'inscription dit « Je ne suis pas l'œuvre du premier venu, mais ma beauté que tu contemples, c'est Alcamène qui l'a créée. » Alcamène est un sculpteur du Ve siècle, élève de Phidias, et donc il n'y a aucune chance pour que la sculpture qui est figurée dans ce gymnase ait été d'Alcamène lui-même. Mais on voit que la signature, on va y revenir, devient finalement un objet de prestige, et que l'on va signer du nom d'un sculpteur célèbre une œuvre d'art, et l'inscription elle-même peut devenir célèbre, à telle enseigne que cette inscription, une inscription tout à fait semblable, et on a même supposé qu'elle avait pu appartenir à un pilastre qui faisait pendant au premier à Éphèse, une inscription tout à fait semblable. Mon ami ne va pas croire que c'est parmi tant d'œuvres un Hermès banal que tu vois là, je suis l'œuvre de Scopas, figure dans l'anthologie grecque, qui est donc cette grande anthologie de poèmes grecs constituée à l'époque byzantine, mais qui comprend des poèmes qui remontent jusqu'à l'époque archaïque. Et donc, on voit bien que la signature d'artiste ici, indépendamment de toute réalité, devient un objet de prestige. Et ça nous pose un problème majeur, qui est l'inverse. C'est-à-dire, que faut-il penser d'une inscription comme celle de ce buste qui provient de la Villa des Papyri à Herculanum, dans lesquels un Apollonios, fils d'Archias, athénien, déclare être l'auteur de cette statue. Or, nous savons pertinemment que cette statue, que ce buste, est un fragment d'une statue de Polyclète archi connue, qui est le Doryphore. Donc, que signifie le fait de signer une œuvre dont on sait très bien que celui qui la signe n'est pas l'auteur au sens moderne du terme?
Alors c'est un grand débat auquel je n'apporterai aucune réponse. C'est un grand débat qui nous divise entre spécialistes de la sculpture, qui est de savoir si il y a le sentiment d'une authenticité liée à la main de l'artiste, comme à l'époque moderne, conception qui d'ailleurs est assez absurde pour des périodes anciennes. On sait très bien... enfin bon, j'ai pas le temps d'en dire plus, mais si on a le temps, je vous en reparlerai. On sait très bien que dans les ateliers à partir de la Renaissance, il n'y a pas qu'un maître qui travaille et qu'un tableau peut comporter des mains diverses. Donc, mais nous avons, à partir de la fin du XVIIe siècle et surtout au XIXe siècle, on a valorisé l'idée d'authenticité de l'œuvre. Donc, y a-t-il dans l'Antiquité une conscience de l'authenticité au sens de la main, ou dire d'une œuvre qu'elle est l'œuvre d'un tel signifie qu'elle est faite sur le modèle bien connu. Par exemple, dire c'est une statue de Phidias signifie simplement que c'est la copie d'une statue dont on sait que Phidias est l'inventeur, si je puis dire. Alors, que penser de ce cas ici, qui est encore autre chose, où on signe d'un nom une sculpture dont on sait qu'elle n'est pas, quant à l'invention, de celui qui la signe. On a cependant un certain nombre de textes qui semblent affirmer qu'il y a une véritable culture de l'authenticité. C'est un texte de Denis d'Halicarnasse qui est un contemporain d'Auguste. Et Denis, en fait, utilise, comme très souvent, les arts plastiques pour servir de modèle, enfin pour servir d'exemple, pour mieux comprendre son domaine qui est la rhétorique. Donc, il explique dans ce texte qu'il y a des gens qui sont suffisamment connaisseurs du style de certains orateurs qu'ils sont capables d'identifier par le style une œuvre d'Isocrate, de Démosthène, de Lysias. Et ça, on sait très bien qu'il y a une pratique qui se développe à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, notamment à Alexandrie. C'est l'invention de la philologie, c'est-à-dire de gens qui sont capables de déterminer si une œuvre est authentique ou non sur des bases linguistiques, stylistiques, etc. Et c'est à cette époque-là qu'on établit des canons, par exemple, de pièces de Plaute, dans lesquelles on dit il y a tant de pièces originelles et tant qui sont des pièces attribuées à, mais qui ne sont pas de Plaute. Il semblerait, si l'on suit ce texte, qu'il y ait des gens qui aient été capables de faire la même chose pour les arts plastiques. Voici ce que dit le texte. C'est la même chose en peinture ou en sculpture. À moins d'avoir acquis une grande expérience, à moins d'avoir pendant longtemps usé ses yeux à examiner les techniques des artistes de jadis, on ne peut les distinguer du premier coup, ni affirmer avec certitude que telle œuvre est de Polyclète, telle autre de Phidias, telle autre d'Alcamène. Eh bien, s'il s'agit de peinture, que celle-ci est de Polygnote, telle autre de Timon, telle autre de Parasios. Donc même si Denis déclare que c'est très difficile de le faire, la phrase suppose que des gens en sont capables. Puisque le début du texte dit il y a des gens qui le font pour la rhétorique et c'est très difficile de savoir le faire, mais il y a bien des gens qui en peinture peuvent le faire aussi ou en sculpture peuvent le faire aussi. Donc je n'ai pas de réponse. Cet ensemble de données pose problème, c'est-à-dire quelle conscience a-t-on à l'époque romaine de la notion d'original et de copie. Je vais peut-être passer là-dessus parce que, puisqu'on vous a sans doute parlé des opéra nobilia, on vous en a sans doute déjà parlé, c'est-à-dire l'idée que, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, se constitue ce qu'on peut appeler un style rétrospectif qui consiste à, vous en avez de beaux exemples dans l'exposition, j'ai pu voir en passant, qui consiste à faire une synthèse. On a parlé parfois d'éclectisme, une synthèse d'éléments empruntés à différents modèles artistiques pour arriver à quelque chose qui est nouveau à partir de l'ancien. Mais à cette époque-là, il devient très important que les œuvres puissent renvoyer à des modèles, puissent faire écho à des opéra nobilia et
tout l'art des connaisseurs sera effectivement de savoir les identifier. Alors le texte du pseudo-Lucien est un texte très intéressant à ce titre-là, qui s'appelle Les Portraits. Il s'agit, en fait, un personnage principal a rencontré une jeune femme très 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 belle, qui se trouve être la maîtresse de l'empereur Lucius Verus, et on lui demande de faire son portrait. Son interlocuteur lui demande de faire son portrait. Et il fait un portrait à partir des œuvres existantes. Donc, nous garderons, quant aux cheveux, au front et aux sourcils qui semblent dessinés au pinceau, nous les garderons tels que Praxitèle les a faits. Nous conserverons aussi la grâce humide de ses yeux brillants sans rien changer à l'idée de Praxitèle, etc. Donc, en fait, le portrait final est une sorte de synthèse, de patchwork, fait à partir d'œuvres célèbres. Cette conception, alors pour vous en donner une idée, j'ai repris les noms qui sont cités ici, les différents fragments d'œuvres célèbres qui sont cités ici, et ça veut dire faire une synthèse de tout ça. Donc il faut que l'œuvre finale, le portrait final, soit finalement la synthèse de l'ensemble de ces œuvres célèbres. Bon, ça je passe. Voilà. Alors je veux quand même parler un tout petit peu de la postérité. Malgré tout ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire malgré le fait que l'artisan n'est pas forcément bien considéré dans l'imaginaire antique et longtemps, puisque un texte comme celui de Lucien date d'une pleine époque romaine, il n'empêche qu'il a existé toute une culture, tout un savoir sur les artistes. D'abord, les artistes eux-mêmes ont écrit des traités. On sait que Polyclète a écrit un traité, que Apelle a écrit des traités techniques probablement, mais ils ont laissé des œuvres. D'autre part, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait vu un certain Cléarchos dans ses biographies. On sait qu'il a existé des gens qui ont écrit des vies de peintres, qui ont rassemblé des connaissances sur ces peintres ou ces sculpteurs. D'autre part, il y a toute une série d'anecdotes très célèbres sur les peintres. Ces anecdotes parcourent tous les textes de l'Antiquité, mais bien au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont été constamment réutilisés jusqu'à la Renaissance. Alors, nos collègues historiens de l'art moderne ont toujours tendance à considérer que les plus sectaires considèrent qu'on ne peut parler d'esthétique à partir du XVIIIe siècle. Les plus tolérants admettent que la notion d'art commence à la Renaissance. Et c'est une absurdité totale. Car il n'y aurait pas eu... Enfin, la Renaissance, c'est justement une époque où on redécouvre les textes de Pline et où le modèle de l'artiste tel qu'il apparaît chez Pline devient un modèle que s'approprient les artistes de la Renaissance. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'alors même que le statut des artisans était probablement dans l'imaginaire antique un statut subalterne, il n'empêche qu'on a fait dans l'Antiquité des artistes des sortes de héros susceptibles d'avoir des biographies et, d'une certaine manière, des hauts faits. Alors, je vais vous donner un exemple, le plus célèbre. Oui, alors là, je vous ai mis un texte Polémon, c'est un périégète. Les périégètes, ce sont ces gens qui parcourent la Grèce pour donner une liste des monuments, des cultes, de tout ce qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Le seul texte que nous ayons conservé en intégralité est celui de Pausanias. Et vous voyez que dans le texte de Pausanias, il y a justement des notations sur les peintres et leur histoire. Quant à la table en or et en ivoire, c'est l'œuvre de Colotès, selon une tradition. Colotès était originaire d'Héraclée, mais les auteurs qui se sont consacrés à l'étude de la plastique démontrent qu'il est de Paros, élève de Pasitélès, et Pasitélès lui-même avait reçu l'enseignement d'eux, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a toute une connaissance qui s'est progressivement constituée sur l'histoire des peintres, des sculpteurs, etc. Et on leur attribue donc des hauts faits. Je vous ai donné un exemple archi connu parce qu'il a été répété et re-répété. C'est l'exemple des oiseaux de Zeuxis, qui est le modèle de l'idée de l'illusion que la peinture est susceptible de procurer. Zeuxis avait peint des raisins qui avaient l'air tellement vrais que les oiseaux cherchaient à les becqueter. Cette idée de la confusion entre la réalité et la peinture parcourt l'Antiquité. Je vous ai mis un texte de Philostrate qui a vécu au IIIe siècle.
après Jésus-Christ, dans lequel, à propos du commentaire d'une peinture représentant Narcisse, il revient sur cette indécision du spectateur. Hein. Une abeille se pose sur la fleur, je ne saurais dire si elle est trompée par la peinture ou si c'est nous qui trompons en croyant qu'elle existe réellement. Et on voit passer ces anecdotes dans ce qu'on a appelé parfois des biographèmes, dans les vies d'artistes modernes. Voici par exemple ce que Giorgio Vasari, qui est le premier à avoir écrit, enfin le premier, pas tout à fait, mais enfin, disons le plus célèbre de ceux qui ont rassemblé des vies de peintres et d'artistes à la Renaissance. Hein, il y a 2 éditions, celle de 1550 et celle de 1568. Voici par exemple ce qu'il dit de Giotto. On rapporte que Giotto, dans sa jeunesse, peignit un jour d'une manière si frappante une mouche sur le nez d'une figure commencée par Cimabue que ce maître, en se remettant au travail, essaya plusieurs fois de la chasser avec la main avant de s'apercevoir de sa méprise. Je vous renvoie aux travaux d'Arras sur le sujet, etc. Hein. Mais cette thématique, et là, il y a tout un tas d'autres exemples, d'anecdotes sur les peintres antiques qui sont reprises, reglosées, transformées, réutilisées dans les vies de peintres modernes, y compris dans la peinture. Hein. Voici un exemple de quelqu'un qui, qui est donc un anonyme de la fin du XVe siècle, qui, sur ce portrait, fait figurer 2 mouches sur le tableau, qui est une manière de se situer dans la continuité de la peinture moderne, c'est-à-dire celle de Giotto. Hein. L'importance que peuvent avoir ces anecdotes qui ont été pour l'essentiel transmises par Pline, pas tout à fait que par Pline, aussi par des gens comme Élien, mais bon, Élien, c'est du grec, donc il est moins connu à la Renaissance que Pline. Je vous donne un exemple qui montre justement l'importance qu'a dans la conception que l'artiste se fait de lui-même à la Renaissance les peintres. Voici le palais que Giorgio Vasari, qui est à la fois un peintre et un théoricien, si je puis dire. L'œuvre de Vasari est absolument passionnante. Hein. Ce n'est pas qu'un alignement de biographie. Il y a toute une conception de la peinture et même de l'histoire de l'art dans cette œuvre. Giorgio Vasari, dans le palais qu'il a fait construire, parce qu'il a bien réussi dans la vie, il faut dire, qu'il a fait construire pour lui dans sa ville natale à Arezzo, a fait figurer, alors je ne sais pas si je vais y arriver, oui, a fait figurer dans ses petits cartouches en bas des anecdotes, des représentations, des anecdotes classiques de l'Antiquité sur les peintres. Ici, alors attendez, moi je vois pas. Ici, c'est Appel et les jeunes filles c'est Zeuxis et les jeunes filles de Crotone. À côté, c'est l'éponge de Protogène. Au milieu, c'est Appel et alors ceux qu'à la Renaissance on appelle Campaspe, hein, Alexandre et Campaspe, etc. Donc on a aussi celle que je vous ai mis en plus gros là. Ah mince. C'est l'invention de la peinture par Diboutade, c'est ainsi qu'on l'appelait à la Renaissance, donc toutes ces anecdotes qui viennent des textes anciens et qui contribuent à une sorte de mythification de l'artiste, aura à la Renaissance une importance majeure dans la nouvelle image que les artistes de la Renaissance de haute lutte finiront par acquérir auprès de leurs commanditaires, et elles seront ainsi perpétuellement reprises. Tous les grands théoriciens de l'art à l'époque moderne, que ce soit Karel van Mander en Allemagne, que ce soit Francisco de Holanda au Portugal, ou que ce soit Félibien en France, commencent leurs écrits sur la peinture et sur les peintres de leur temps par un résumé de l'histoire des peintres de l'Antiquité, très largement puisé chez Pline. Voilà. C'est comme ça qu'on passe, si je puis dire, d'un paradoxe à un paradoxe encore plus grand, c'est-à-dire à partir d'un statut qui ne paraît guère enviable, eh bien, les peintres sont quand même devenus des personnages dont le prestige a été suffisamment grand pour justement changer le statut de l'artisan au XVIe siècle en particulier. Voilà.